Il est plus facile d'évoluer dans une entreprise en tant que développeur que dans d'autres métiers. Je dirais vrai. Il est plus facile d'être développeur freelance qu'en CDI. Faux. Les ESN sont malhonnêtes avec les développeurs. Pas toujours. Le métier de développeur a encore de beaux jours devant lui. Vrai. Les IA vont devenir un outil indispensable dans notre métier. Vrai. Les meilleurs développeurs sortent d'études longues. Faux. Il est plus facile pour un développeur d'évoluer dans sa carrière à l'étranger. Faux. Un développeur peut complètement exercer son métier à distance. Vrai. Il y a beaucoup de mauvais développeurs sur le marché. Faux, j'ai pas de chiffres. Il y a beaucoup de mauvais jobs missions sur le marché. Je sais pas, franchement, je sais pas. Si je pouvais recommencer ma vie à zéro, je ferais le même métier. Sûrement, ouais. Une mauvaise expérience peut ruiner un CV. Peut-être, j'ai pas d'exemple en tête. Il existe des développeurs de génie bien plus forts que la moyenne. Sans doute, oui. Un excellent développeur peut faire le succès d'une entreprise. Non. Un développeur peut facilement devenir DevOps ou Data Scientist. DevOps, oui. Data Scientist, je suis pas sûr. Un développeur senior qui change de techno recommence à zéro dans sa carrière. Non, pas du tout, non. Salut à tous, c'est Raph. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format, un format d'interview où je vous propose le point de vue d'autres développeurs. Et aujourd'hui, c'est Pierre que j'accueille sur cette vidéo. Bonjour Pierre. Salut Raph. Tu m'as contacté de souvenir il y a quelques mois pour une plateforme que tu as créée. Je te propose éventuellement de commencer par le présent, du coup, de présenter ce que tu fais. Donc actuellement, si on parle du présent, je suis développeur, même lead dev .NET. Donc je fais que du .NET. Je travaille pour Renault Trucks actuellement à côté de Lyon. Et à côté de ça, j'essaye de créer des outils parce que avant de remonter, voilà, je commence à avoir un peu le bout, j'en ai un peu marre, j'ai envie de faire autre chose. Et je suis pas sûr qu'être dev freelance, en tout cas pour moi, je pense pas que ce soit une fin en soi. J'ai envie de voir autre chose. Et donc en ce moment, je suis en train de dev une app qui s'appelle Cooper, qui permet de mettre en relation des devs avec des recruteurs. Et donc cette appli mobile, elle se présente sous la forme d'une app de rencontre. Moi, pour chercher mes missions, j'ai toujours eu envie d'avoir quelque chose, un support mobile, parce qu'aujourd'hui les plateformes comme Malt, comme Comet, comme Crème de la Crème, elles ont pas forcément de support mobile. Et moi qui suis souvent sur mon tel, c'est pas forcément une bonne chose, mais je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, on est beaucoup sur notre téléphone. J'avais envie de pouvoir faire du réseautage et de pouvoir voilà, choisir mes missions et discuter éventuellement avec des recruteurs en dehors de LinkedIn sur une app. Donc vu que ça existait pas, je l'ai faite moi-même. Elle est lancée depuis juin, je crois, avril-juin. Donc j'ai, sans forcément faire beaucoup de com dessus, pas loin de 200 devs d'inscrits, mais j'ai beaucoup de mal à avoir des recruteurs, donc j'essaye de trouver des petites astuces à droite à gauche pour créer moi-même les missions sur mon app en attendant d'avoir un max de recruteurs. Ok. Voilà. Ok. J'ai passé sur LinkedIn que t'étais aussi sur... tu venais de démarrer une autre appli. Alors, ou en un fait, autre outil. J'ai lancé un autre outil qui s'appelle Tars et qui est une plateforme sur laquelle je recense toutes les offres de missions qui passent sur mon feed LinkedIn. Ok. Donc je pense que beaucoup de développeurs comme moi, en tout cas freelance, ont pas mal dans leur réseau des recruteurs qui postent des missions, mais c'est des missions qui postent dans leur propre feed et pas dans la catégorie offre d'emploi de LinkedIn. Donc en fait, si vous allez dans offre d'emploi LinkedIn, vous cherchez une offre qui vous correspond, vous n'allez pas forcément trouver les offres des recruteurs parce qu'ils les postent uniquement sur leur feed. Donc moi, j'ai fait un petit robot qui scrape mon feed LinkedIn et qui enregistre toutes ces offres dans une base et qui les répertorie sur une web app qui s'appelle Tars. Et donc c'est du Webflow, c'est une petite app que j'ai fait en no-code que j'ai réussi à faire assez vite. Ok. Et, ça fait combien de temps? Ouais. J'ai vu quand t'as fait le post pour poser la question est-ce que ça vous intéresserait, et genre à mes yeux j'ai l'impression qu'en 3 jours c'était sorti. Ouais. Quoi. Non, mais en fait quand j'ai fait le post c'était déjà prêt. Ah Et d'accord. C'était juste histoire de teaser un peu, mais j'ai fait le post, elle Bonne était déjà technique. prête et après je l'ai posté. Mais en gros ça a dû me prendre, je pense que ça m'a pris une semaine à ça. Enfin quand je dis une semaine, c'est uniquement le soir après le taf, puisque du coup j'ai une mission à plein temps qui me prend toute la journée. Donc Ok. c'est sur mon temps libre que je fais ça. Donc ça, je sais pas, en termes d'heures, je sais pas trop, peut-être 8 heures quoi. Et le temps de prendre en main le Webflow, parce qu'au final le no-code je connaissais pas du tout. Enfin il y a un petit temps d'adaptation avant de vraiment maîtriser l'outil, et une fois que tu le maîtrises, c'est assez simple. Enfin, Ok. pour quelqu'un comme moi qui fait uniquement du back-end, que je l'ai pas précisé, mais je fais que du back. Le front c'est un peu compliqué, et le Webflow, le no-code, franchement c'est un vrai accélérateur pour ça. Ok. Je te propose de passer aussi sur la partie de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à devenir développeur, etc. Moi j'habite aujourd'hui Mâcon, c'est à côté de Lyon, et j'ai fait toute ma scolarité là-bas. J'ai fait un bac S ici. C'est pendant ce bac là que j'ai mis les mains dans le code, puisque j'ai fait une option en sciences de l'ingénieur, et du coup j'ai mis un peu les mains dans le code. C'était un mix entre informatique et électronique, qu'on faisait un peu d'automatisme, un peu fonctionner des moteurs, des trucs comme ça. C'est là que j'ai fait un peu d'infos. Tu faisais l'informatique en plaçant des blocs sur un graphe. C'était juste une suite d'éléments logiques
logique. C'était très très simplifié, mais ça m'a donné envie d'approfondir le sujet. Après ce bac, j'ai fait un DUT génie électrique informatique industrielle. Je sais pas si ça parle aux gens, mais je pense que ça existe. Je suis pas sûr que ça existe encore. Je l'ai fait ça à Annecy. Et en gros, c'est vraiment le DUT que j'ai choisi parce que je pouvais faire de l'élec et de l'informatique. Et c'est pendant ces 2 années-là que j'ai appris à faire du vrai code, où j'ai fait du C, j'ai fait du C#, j'ai fait un peu de Java aussi. C'est vraiment là que j'ai touché au code. Après, j'ai fait une licence pro en info, et après j'ai fait un master en info. J'ai pas fait d'école d'ingé à proprement parler. Moi, j'ai fait l'EPSI à Lyon, qui se vante être une école d'ingé, mais qui n'est pas une véritable école d'ingé. En fait, il te donne un diplôme équivalent de titre de niveau 1, qui n'est pas vraiment reconnu comme diplôme d'ingénieur à proprement parler. Et du coup, j'ai pu faire 3 années en alternance, ce qui m'a donné beaucoup d'expérience et qui m'a appris beaucoup en fait sur le métier de dev. Les 3 années dans la même boîte ou... Ma licence, je l'ai fait chez Schneider Electric, donc vraiment côté industriel. Donc là, c'est développement, tu vois, c'est l'industriel, c'est développement en VB, sur des vieilles bases Access, tu vois, c'était vraiment, c'était vraiment un truc vraiment, c'était l'époque quoi, tu vois. Et, mais franchement, c'était super, c'était vraiment intéressant. Premières expériences vraiment très intéressantes où tu vois, ils faisaient du management de serveurs eux-mêmes. Tu vois, on changeait les cassettes de sauvegarde à la main. C'était vraiment sympa. J'ai fait 1 an chez eux et après j'avais l'opportunité de rester et j'ai un peu demandé à mes collègues qu'est-ce que je fais, je reste. J'avais un peu envie de rester parce qu'il y avait une bonne ambiance et je leur ai dit qu'est-ce que je fais, je reste pas, et du coup j'ai changé. Ils m'ont dit franchement, va voir autre chose, t'es jeune, profites-en, multiplie les expériences et va voir autre chose. Et du coup, pour mon master, j'ai fait un master chez Fiducial Informatique, qui est un éditeur de logiciels à Lyon, qui font des logiciels pour les huissiers, les notaires, les avocats. Voilà. Et donc là, j'ai vraiment mis la main dans le code et dans un processus de fabrication d'appli, aussi vachement sensibilisé à toute la partie de test unitaire, parce que tu fais une app d'huissier, il faut qu'à la fin le compte il soit juste quoi. Ouais. Sinon l'huissier il fait la gueule. Donc non, très intéressant. J'ai fait 2 ans chez eux. Très honnêtement, si y a des gens qui nous regardent et qui sont encore en cours de choisir leurs études, vraiment je recommande l'alternance. Ça m'a vraiment permis de commencer à me former alors que je suis encore en études. Et après, quand tu arrives sur le marché du travail, tu as déjà des expériences, tu arrives à trouver du job plus facilement parce que tu as un peu d'XP, et en plus tu arrives à un peu mieux négocier ton salaire. Ouais, parce qu'au final, tu as de la vraie expérience en entreprise. Dès que tu sors d'école, tu as déjà bossé en entreprise, et ça, c'est valorisable. Moi, je vois la différence entre les gens qui ont fait de l'alternance. Lorsqu'ils parlent de leurs expériences en alternance sur un CV, c'est littéralement une expérience professionnelle. C'est-à-dire qu'en face, ils ont des personnes qui prennent ça comme une expérience professionnelle et qui la valorisent comme telle. Là où, quand tu as fait des stages à l'école, ou quoi que t'aies fait, en fait, même si tu as fait des trucs de fou, hein, aux yeux des RH, des recruteurs et tout, c'est pas valorisé de la même façon. C'est pas considéré comme une expérience valorisable, etc. Donc c'est vrai que sur ce plan-là, c'est vrai que c'est très intéressant en effet. En fait, je trouve que des fois, c'est pas valorisé forcément de la même manière par les entreprises. Il y a les entreprises qui vont considérer l'alternance comme, en fait, t'es quand même en études, donc ça compte pas vraiment comme des années d'expérience. Mais moi, quand je présentais mon CV à des entretiens, j'ai toujours présenté mes années d'alternance comme des vraies années d'expérience et pas juste comme des années d'études. Je connais d'autres personnes qui font pareil, et de toute façon, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Enlever de son CV que l'expérience là, c'était de l'alternance, ça fait partie de l'art de la communication quelque part. Si c'est si important de ça, savoir si t'es en alternance ou pas, c'est à l'autre de poser la question. C'est ça. Voilà. Ça veut te creuser quoi. C'est ça. Ouais, clairement. C'est ça. Et du coup, depuis que t'as fini tes études, sans forcément peut-être aller, peut-être pas dans le détail, mais une fois sorti des études, j'ai dû faire 4 ou 5 CDI, je pense, ou 3, peut-être 3 CDI. 3 CDI environ 1 an et demi. C'est des durées de CDI qui m'ont un peu été reprochées à la longue, parce qu'on me disait, on a vu ton CV, tu restes 1 an et demi dans les entreprises, nous on t'embauche, mais combien de temps tu vas rester, faut qu'on te forme, ça nous coûte de l'argent. Mon idée, c'était vraiment de changer régulièrement, parce que je trouve que plus tu changes, plus tu vois de techno différentes. Pour moi, c'est la même techno parce que je fais toujours du .NET, mais au final, la techno, t'as des milliers de façons de l'appliquer, t'as des millions de façons de voir la manière de coder, la philosophie en fait de créer du logiciel. Et le fait de changer de boîte te permet vraiment d'apprendre
et t'apprends avec les gens. J'ai eu plein de collègues super forts, super bons techniquement, qui m'ont appris plein de choses. Et je pense que si j'avais pas fait tant d'entreprises différentes, voilà, j'aurais été peut-être moins bon, j'aurais vu moins de choses. Et je trouve ça vraiment dommage. Donc voilà, au final, on me l'a reproché. Après, peut-être à juste titre, parce que effectivement, quand tu arrives dans une boîte, faut te former, ça coûte cher, je l'entends. Mais je pense que c'est ce qui m'a poussé vers le freelancing. Au moins, t'es freelance. Oui. Si t'as des missions de 2 mois, 6 mois, on va pas te demander pourquoi. Je suis freelance, donc c'est normal que je fasse des petites missions ou des grandes missions, peu importe. Mais au moins, ça me permet de multiplier les expériences et de rencontrer vraiment beaucoup de gens et voilà, de monter en compétences au fur et à mesure, quoi. Ok. Est-ce que tu aurais une expérience, un événement ou une leçon, le ou la plus marquante de ta carrière? Il m'arrive de faire des conneries, mais j'ai fait une fois une connerie et je la referai pas. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. En fait, j'avais pas forcément l'habitude de manipuler du SQL. Un jour, j'ai voulu faire une requête en prod. J'ai fait une requête de delete, sauf que j'ai oublié de mettre la clause where derrière. Ma requête de delete a supprimé l'entièreté de la table. On a réussi à récupérer un backup. Enfin voilà, c'était un backup pas très récent, mais c'était un backup quand même. Mais ce jour-là, j'étais pas fier. Et maintenant, quand je fais du SQL, je vérifie à 2 fois sur quel environnement je suis. Je suis beaucoup plus prudent avec le SQL que ce que j'ai pu être auparavant. Donc vraiment, ça m'a servi de leçon. Ouais, ça doit être méga stressant et je sais pas dans quel écosystème t'étais, mais est-ce qu'on t'a tapé sur les doigts? Non, on m'a pas tapé sur les doigts. On m'a fait comprendre que j'avais fait une grosse boulette. Enfin, moi, je savais déjà pertinemment que j'avais fait une énorme connerie. Donc, si tu veux, je me suis mis déjà plus bactère moi-même. J'avais pas forcément besoin qu'on m'en rajoute une couche. Non, ça a été, franchement, on m'a pas forcément engueulé beaucoup. Mais voilà, j'ai bien compris mon erreur, quoi. Moi, ça m'énerverait de fou. Ça m'énerverait de fou de me retrouver dans une situation où je dois taper dans la base de code, dans la base de prod pour faire mon taf, tu vois. Moi, ça m'énerverait. Ouais. Après, le truc, c'est que c'était genre une toute petite, enfin, tu vois, petite boîte, petit projet, petite équipe, ouais. Tu vois, et du coup, t'as les environnements qui sont là et ouais, t'as un truc qui est passé en prod, ça aurait pas dû, ou alors t'as des données, tu vois, je sais plus dans quel contexte c'était, mais c'était peut-être des données un peu foirées qui étaient parties en prod. J'ai essayé d'en delete à la main certaines, parce que ça, tu vois, ça foutait la merde. Et au lieu de faire un delete avec un where pour delete vraiment ce qu'il fallait, voilà, j'ai delete la table. Enfin, c'est des petites conneries. C'est vrai que ça aurait peut-être pas dû être moi, dev, de faire ça, mais tu vois, enfin, je sais pas, après, voilà. Je trouve que dès qu'on commence à prendre le pli de se dire non mais là on va pas investir 3 jours pour faire les tests de ci, ou alors allez on gagne une demi-journée à pas passer par l'environnement de test, on le bypass. Je trouve que tu le fais une fois, tu le fais toujours, et après tu fais plus le truc bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu peux pêcher par facilité à pousser ton code direct en prod. Mais là, je pense que c'était plutôt une histoire de dire, en fait, l'environnement de prod, faut pas le toucher. Enfin, tu vois. Ouais. Essayer d'isoler au maximum les environnements, ne pas laisser les droits à tout le monde non plus, parce que quand t'es dev et que t'as pas forcément beaucoup d'expérience, c'est peut-être pas très judicieux de laisser les droits à tout le monde sur la base de prod, quoi. C'est sûr. Est-ce que t'as envie de partager, et si ça te vient en tête, la chose la plus positive que t'aies vécue dans ta carrière et la chose la plus négative? Et où, tu choisis? Je dirais que globalement, ce que j'ai pu vivre de très positif, c'est de travailler avec des gens qui sont vraiment très pointus dans un domaine et qui connaissent par cœur le sujet, qui maîtrisent vraiment par cœur leur sujet et qui prennent le temps, toi, quand t'es en alternance, de t'apprendre le métier. C'est quelque chose qui est vraiment ultra précieux, je trouve. Enfin, d'être déjà compétent, ok, mais aussi d'avoir la capacité de retransmettre et de prendre le temps de former les gens. Moi, ça m'a énormément aidé. Et j'ai croisé des gens au fur et à mesure de mes expériences qui ont pris ce temps-là, malgré le fait qu'ils pouvaient avoir un emploi du temps particulièrement chargé quand t'es archi, ou voilà, quand t'as un peu plus de responsabilité, t'as pas forcément de temps à prendre pour former les gens. J'ai à cœur aussi, grâce à ça, d'essayer de retransmettre au maximum ce que j'ai pu apprendre, et j'essaierai de le faire au maximum parce que ça m'a énormément aidé. C'est pour ça que j'aime bien quand il y a des juniors qui arrivent, j'aime bien aussi essayer de passer du temps avec eux pour leur apprendre le code, leur apprendre les bonnes pratiques. Je suis pas là à dire je fais les bonnes pratiques, c'est moi qui code le mieux, etc. Mais essayer de prendre le temps de former les gens, de prendre le temps mais juste de discuter, tu vois. Ça peut simplement être ça peut simplement être juste de prendre le temps, quoi. Ok,
Et c'est ultra important, je trouve. Tu parlais tout à l'heure de l'alternance, tu conseillerais l'alternance. Réussir éventuellement, c'est une chance parce que tu le choisis pas toujours, hein, mais d'avoir des référents qui prennent le temps de te mentorer sur les éléments techniques, etc. Pour toi, c'est un peu la clé, c'est ça? Ouais, enfin, ça. Ok. Ouais, vraiment. Et c'est pour ça que j'ai essayé d'avoir pas mal d'expériences différentes. Ça permet de rencontrer plein de gens différents, plein de manières de travailler différentes, et pas avoir peur de changer, pas avoir peur de partir. Des fois, tu te retrouves dans une mission ou dans un job où ça va pas, ça se passe mal. J'ai eu des collègues qui m'ont appelé en pleurs au téléphone, ouais, ça va pas, machin, le projet et tout. Ah ouais. Faut partir, quoi. On n'est pas marié avec la boîte. Il y a Alexandre Astier une fois qui disait dans une vidéo, moi j'ai arrêté de bosser avec des cons. Quand on passe un jour, 2 jours, 3 jours, 3 semaines à se dire, ou 3 mois à se dire, qu'est-ce que je fais là, ça me plaît pas, machin, ou j'aime pas les gens ou l'environnement avec lequel je travaille. Nous, on a vraiment la chance aujourd'hui de bosser dans un environnement où il y a énormément de taf. Donc je dis aux gens, si ça vous plaît pas, changez. Vraiment, il y a beaucoup de travail. Changez, allez voir ailleurs, prenez des expériences ailleurs, et vraiment, c'est la clé, quoi. Déjà, le fameux truc dont je parle des fois sur YouTube, justement, c'est des développeurs qui ont pas la ref. C'est-à-dire, justement, vu que j'ai vu plein d'expériences aussi comme toi, j'étais dans différents jobs, différentes missions et tout ça. Typiquement, par exemple, l'expérience la plus qualitative en termes de process qualité que j'ai eu, quand je fais référence à de la qualité de process, de code, etc., je vois bien dans les yeux des gens, parfois dans d'autres entreprises, il y a certaines entreprises dans lesquelles je vois que les gens ont pas la ref. C'est-à-dire que il faudrait que je leur dise, écoute, on va faire un moment, on va se poser pendant 2 heures et je te raconte un peu ce que j'ai vécu ailleurs, histoire que tu comprennes un peu de quoi je parle, tu vois. Des fois, j'ai l'impression que c'est ça, et j'ai vu aussi d'ailleurs des personnes très seniors qui ont jamais bougé de la boîte, parce qu'ils ont eu une chance en quelque sorte d'être investis sur un gros projet, d'être passé manager, puis entre-temps, il y a eu la vie, les enfants, la maison, etc. Et peut-être la peur quelque part que si on prend le risque de changer de job, on n'en retrouve plus jamais, et on se retrouve à plus pouvoir payer sa maison et que notre vie s'écroule, quoi. J'ai un peu l'impression que c'est ça dans la tête des gens. Ouais. On n'a pas tous cette fibre de vouloir prendre du risque à changer de taf, et je le respecte parfaitement. On n'a pas tous la même vie. Effectivement, il y a des gens qui ont des enfants, qui ont des crédits et qui n'ont pas envie de prendre le risque de changer de taf. Peut-être que après il y a la situation du conjoint peut-être aussi à prendre en compte. Tout le monde n'a pas envie de prendre le risque de changer. Je le conçois parfaitement. Ça peut être très compliqué, mais des fois, je pense que ça peut valoir le coup. C'est vrai que si on projette entre guillemets à l'infini des styles de carrière comme le tien ou le mien, ça voudrait dire que tu arrives dans une boîte, personne n'a plus de 2 ans d'expérience sur le projet, c'est casse-gueule aussi, quoi. Donc quelque part on est bien content de faire ce qu'on fait, on est bien content quand on arrive sur une expérience d'avoir quelqu'un qui est là depuis 10 ans, qui connaît bien le projet ou qui connaît bien le contexte de la boîte, etc. Il faut tout pour faire un monde professionnel quelque part. Ouais, je suis d'accord. Et les gens qui maîtrisent parfaitement l'environnement de la boîte et qui sont là depuis 30 ans, c'est bien, mais en même temps pas bien, parce que le jour où ils sont plus là, tu vois, le jour où ils sont plus là, tout fout le camp. Le jour où ils sont plus là, il y a plus rien qui marche, c'est le gros bordel. J'ai connu ça dans une entreprise, et au final ça aide pas, parce que quand t'as une personne sur laquelle repose tout le savoir, cette personne elle est sollicitée en permanence, et donc ton projet il avance pas, parce qu'en fait tous les projets en parallèle sollicitent cette personne. Oui. Elle est sous l'eau, elle peut pas répondre. Je pense que c'est ultra stressant pour elle. J'ai tendance à souvent contredire quand les gens disent les gens sont remplaçables, parce que je trouve qu'ils le sont pas en réalité. Ils le sont pas, parce qu'on a chacun des individualités qui font que tu peux pas substituer un dev C# par un autre dev C#. Il aura pas la même fonction dans l'équipe, il aura pas le même rôle social, etc. Mais il y a quand même besoin qu'il le soit. Mais alors, il aura pas le même rôle, il aura pas la même fonction, mais si tu penses à effectivement plus l'infini, tu remplaces cette personne par une autre, dans 3-4 ans, tu verras peut-être pas la différence, quoi. Tu verras peut-être la différence, tu vas sentir le changement à l'instant T et sur les 6 mois qui suivent, mais au final, à la longue... puis ça sera pas la seule personne à changer, donc... Oui, voilà, aussi. Voilà. En fait, il faut que l'organisation d'équipe soit robuste au changement humain de l'équipe. Ouais. Ça, c'est la connaissance, elle doit circuler, quoi. Ouais. Quand je disais tout à l'heure qu'on doit former les juniors et qu'on doit prendre le temps avec eux et le temps d'échanger les expériences, les connaissances, les savoirs, que ce soit des connaissances globales ou que ce soit des connaissances subjectives au métier de l'entreprise, c'est ultra important. Et c'est aussi important dans le cas où la personne qui connaît tout s'en va, ou tu vois, c'est ultra important de spread la connaissance, quoi, de la répartir entre tout le monde. Est-ce qu'il y a un dernier truc que tu aurais envie de dire qu'on n'a pas cité, que tu aurais envie de transmettre à des gens qui nous regardent, junior ou pas junior? En ce moment, je vois pas assez sur LinkedIn des gens qui se prennent la tête
tête sur le TDD, tout ça. Pour les devs qui arrivent sur le marché du travail, ça doit être assez stressant de se dire ah ouais, est-ce que je connais cette pratique, est-ce que je suis bon, est-ce que je fais du DDD, est-ce que je sais faire ci, est-ce que je sais faire là, est-ce que je suis bon sur les tests, est-ce que je suis, tu vois. Moi, j'ai un truc à leur dire, vous prenez pas la tête, postulez et vous apprendrez tout ça sur le tas, et vous mettez pas la pression à vous dire ouais, est-ce que je fais du bon code, est-ce que mon code est parfait. Le code est jamais parfait, on peut toujours l'améliorer, ça c'est clair. Mais je pense que ça doit être assez stressant quand tu déroules ton fil LinkedIn et que tu vois tous ces posts là sur les qualités de code et tout. Ouais, j'aimerais pas être junior aujourd'hui, je pense. Ah ouais? Ok, intéressant, c'est cool. Bah écoutez, les développeurs juniors qui nous regardent, ayez confiance, voilà, vous avez déjà fait des belles lignes de code qui font des beaux trucs, faut y aller. Ouais, carrément. Ayez foi en vos compétences. Eh ben merci beaucoup. Petite conclusion. Merci à toi. Donc Pierre Dufour sur LinkedIn. Partager. Je mettrai ton lien en description de la vidéo pour que les gens puissent retrouver Cooper, retrouver tes projets du moment. Écoute, merci à toi. Ça m'a fait très plaisir de partager tout ça, de pouvoir discuter un peu de dev et de pouvoir discuter aussi du .NET parce qu'il est quand même pas très représenté sur le YouTube français, je trouve. Merci pour ton invitation. C'était une première pour moi sur YouTube. J'espère que ce sera la première peut-être d'une longue série, on ne sait pas. Mais en tout cas, merci pour ton invitation. C'était très cool. Bah avec plaisir. Cette interview est la première du style, donc n'hésite pas à donner ton avis en commentaire sur ce que t'aimerais avoir en interview, si le format te plaît, etc. Ça aidera beaucoup la chaîne à évoluer et on se dit à la prochaine.